Dans ce DVD consacré au continent africain, il nous a semblé important de nous pencher sur l'impact de la pandémie de sida sur certaines sociétés africaines. Les données, les mécanismes, les cartes aident à mesurer la gravité de cette crise. Voici l'évolution de l'épidémie sur le continent africain depuis 1984. Déjà, il n'y a pas une épidémie africaine, mais au moins 3, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et en Afrique australe et de l'Est. Les situations diffèrent beaucoup d'une région à l'autre. Avec, en plus clair, des pays où la proportion d'adultes infectés est inférieure à 1%, comme en Afrique sahélienne, ceux en plus foncé où la prévalence est supérieure à 10%, et même à 20% dans plusieurs pays d'Afrique australe. Le deuxième constat, c'est la progression constante de l'épidémie qu'on peut lire sur cette courbe, qui montre l'évolution du nombre de personnes vivant avec le VIH-Sida. L'Afrique subsaharienne accueille 10% de la population mondiale. Or, 64% de toutes les personnes vivant avec le VIH dans le monde sont là, soit près de 25 millions de personnes. On est donc face à une crise d'une gravité tout à fait exceptionnelle. Alors, quelles sont les conséquences déjà sur la démographie ? Cette étude compare l'espérance de vie dans 4 grandes régions africaines en 2002. Elle le compare à ce qu'elle aurait été s'il n'y avait pas eu d'épidémie de VIH-Sida. On voit bien que l'Afrique australe est la plus touchée, avec une espérance de vie à la naissance qui désormais ne dépasse pas 43 ans. Au rythme actuel de l'épidémie, cela signifie qu'un jeune d'Afrique australe qui a aujourd'hui moins de 15 ans a 2 chances sur 3 de ne pas fêter ses 60 ans. Et même pas ses 35 ans s'il est de Zambie ou du Swaziland. Regardons l'évolution de l'espérance de vie au Botswana, en Afrique du Sud, au Swaziland, en Zambie et au Zimbabwe depuis 30 ans. Eh bien, on voit sur la courbe le progrès régulier de l'espérance de vie jusque dans les années 90 grâce au développement, puis une cassure vers 1995 qui amorce une baisse qui peut aller jusqu'à 25-30 ans selon les pays. Eh bien, le moment de cette cassure, c'est celui où les personnes qui ont contracté le VIH au milieu des années 80, à une époque où le sida était peu connu, commencent à mourir en grand nombre, à peu près 10 ans après l'infection. C'est-à-dire que si on dit les choses autrement, en ramenant l'espérance de vie à son niveau de 1950, le sida a effacé plus d'un demi-siècle de progrès économique, social et sanitaire en Afrique subsaharienne, et ceci en 20 ans. Regardons maintenant la pyramide des âges en Afrique du Sud en l'an 2000. Et voici ce qu'elle aurait été sans le sida. Eh bien, jusque-là, l'impact paraît assez faible. Mais voici à présent la même pyramide dans 20 ans, c'est-à-dire 2025, sans le sida et avec le sida. Cette fois, l'impact est énorme. Si on regarde par exemple la catégorie des femmes de 45 à 49 ans, on voit que 1,5 million d'entre elles, vivantes aujourd'hui, ne survivront pas au sida, soit près de 65% de cette classe d'âge. Alors comment tout cela se répercute dans la société ? Premier secteur, l'agriculture. À l'échelle du continent, l'agriculture représente 40% des revenus d'exportation et 70% des emplois. Elle est donc la colonne vertébrale économique et sociale de l'Afrique. Le problème, c'est que le sida frappe en priorité les jeunes adultes, donc les personnes en âge de travailler dans les champs comme main-d'œuvre agricole. Conséquence, voici en pourcentage la perte de force de travail dans le secteur agricole en 2000 et en 2020. Cette perte sera partout supérieure à 10% et atteindra même 26% en Namibie et 20% au Mozambique. Ces pertes entraînent à la fois une baisse de la production agricole et plus de pénuries alimentaires, une perte de transmission des connaissances, donc des savoir-faire, une perte de revenus des États au moment où la lutte contre l'épidémie demande de mobiliser plus de ressources, et on a la même chose à l'échelle des familles touchées. C'est au moment où un salaire disparaît, à cause de la maladie, que les dépenses augmentent, car il faut payer les soins, les médicaments, la nourriture supplémentaire dont les malades du sida ont besoin pour lutter contre l'infection. Deuxième secteur maintenant, celui de la santé, en prenant le cas exemplaire du Malawi, qui est un petit pays à l'échelle du continent.
Ce graphique couvre les années 90-2000. Il nous montre le nombre de décès annuels des agents de santé à cause du sida. Au total, près de 1500 décès. Or, dans un pays de cette taille, 1500 agents de santé en moins, c'est dramatique. Car à partir de là, tout s'enchaîne. Il y a le problème du remplacement de ces personnes, qui est impossible à opérer à ce rythme. Il y a l'affaiblissement du système de santé, que ces pertes d'effectifs entraînent au moment où le nombre de patients augmente justement à cause du sida. Les structures de santé sont débordées et démunies, et elles ne peuvent plus fournir les services nécessaires pour lutter contre l'épidémie, comme le dépistage, le conseil, les traitements, les soins. Et cette situation d'engrenage se répercute là aussi chez les familles de malades. Elles ont le plus grand mal à payer sur la durée les frais de consultation, les médicaments, les frais d'hospitalisation ou tout simplement le transport vers un centre de santé. Elles se trouvent comme emportées dans la pauvreté. Exactement à l'image des pays les plus touchés par l'épidémie qu'on voit d'année en année reculer dans le classement des pays selon l'indice de développement humain. Alors le mécanisme est le même dans tous les secteurs, y compris dans celui de l'éducation. Or l'éducation est un secteur essentiel puisqu'il permet évidemment de construire l'avenir d'un pays et de faire de la prévention. Alors premier problème que cela pose, c'est le décès ou l'absentéisme des enseignants qui sont malades ou dont les proches sont malades. Deuxième problème, la baisse de revenus des familles touchées par la maladie, ce qui les amène à retirer leurs enfants de l'école, et d'ailleurs surtout les filles, pour qu'elles puissent aider aux tâches ménagères. Enfin, c'est la qualité même de l'enseignement qui se trouve affectée par l'épidémie, faute de ressources et faute d'enseignants. Alors de plus en plus d'enfants et d'adolescents sont privés de l'information pour se protéger face aux risques d'infection. Or, s'ils ne savent pas se protéger, ils ne peuvent pas non plus protéger leurs partenaires ou leurs futurs enfants. Autrement dit, ils en viennent à participer eux-mêmes à l'extension de l'épidémie. Voilà, la boucle est bouclée, ou plutôt l'engrenage, comme le traduit bien cette carte de la répartition des cas de sida dans le monde. On voit bien qu'en dehors de l'Inde, les pays les plus touchés se trouvent tous en Afrique, non pas pour des raisons climatiques ou culturelles, mais justement à cause de cet engrenage. À cela s'ajoute l'exode des personnels qualifiés vers les pays riches, qui sont parfois encouragés à le faire par ces derniers, les règles du commerce international qui maintiennent les traitements efficaces à des prix élevés, et puis enfin il y a les restrictions de dépenses publiques que le remboursement de la dette impose à de nombreux pays. Alors à l'échelle internationale, on note tout de même une certaine prise de conscience. D'abord parce qu'on mesure mieux maintenant l'impact du sida sur la croissance économique et sur la stabilité des sociétés. Ensuite parce que chacun se retrouve face à ses responsabilités. Au gouvernement des États africains, la responsabilité de concentrer leurs efforts sur la lutte contre l'épidémie. Aux organisations internationales et aux églises, celle de préconiser des mesures adaptées en termes de prévention, c'est-à-dire l'usage du préservatif. Aux laboratoires pharmaceutiques, celle de baisser leurs marges, de convaincre leurs actionnaires d'investir dans la recherche et le développement. Et peut-être aussi à vous et à moi la responsabilité d'exercer suffisamment de pression sur tous ces acteurs pour qu'ils prennent leurs engagements et surtout qu'ils les tiennent dans la durée.